Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour que ce livre soit à la fois accessible aux non-juristes, et le meilleur exemple, c'est moi, je ne suis pas un juriste, donc si j'ai compris ce que j'ai écrit, ça va être compréhensible par des non-juristes, et en même temps suffisamment informatif, parce qu'il se passe des choses extrêmement importantes. Je pense qu'en ce moment, vous avez commencé à le sentir, parce que quand même, ça déborde un petit peu de la marmite. Et pour simplifier, je dirais qu'il s'est passé plein de choses à partir de deux endroits que vous n'imaginez peut-être pas, la bande de Gaza, certes, mais également la ville de Lyon. Parce que, comme l'a dit Lila, eh bien, le maître d'œuvre des principales plaintes qui aujourd'hui sont déposées au dossier à la Cour pénale internationale, eh bien, sont les dossiers qui ont été portés par Gilles Devers, avocat lyonnais. Et Gilles, comme tu l'as très bien dit, c'est quelqu'un qui est un juriste remarquable, qui a un tableau de chasse, si j'ose dire, absolument extraordinaire, notamment en droit international. Et donc, tout ce que j'ai écrit, évidemment, c'est l'enseignement qu'il m'a donné. Il a relu au mot près tout ce qui est écrit, qui est juste sur le plan juridique, mais il ne veut pas apparaître dans un livre, il refuse les interviews, etc. L'histoire des plaintes commence en 2009. Gilles Devers avait déposé une plainte en 2009 qui était partie d'une discussion avec Abdelaziz Chambi, donc militant lyonnais bien connu, et Abdelaziz proposait de faire une pétition au Mandaga de 2008-2009. Gilles lui dit maintenant le temps de la pétition il est dépassé, c'est une véritable plainte qu'il faut déposer, et je vous passe les détails, c'est raconté dans le livre. Passe par là le ministre de la Justice de l'autorité palestinienne, qui a été assez facile à s'y convenir, c'est un juriste, et donc on lui a fait un texte de plainte, Gilles, et ça a été déposé à la Cour pénale internationale. Moyennant quoi, quelques jours après, le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, Riyad Al-Maliki, est envoyé à La Haye, et on lui demande si ça vient de la Palestine. La réponse est non, et donc la plainte est gelée. Donc ça a été la première plainte gelée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plainte à la Cour pénale n'est jamais annulée. Elle peut être annulée par celui qui l'a déposée, mais à partir du moment où celui qui l'a déposée ne l'annule pas, elle est suspendue, comme on dit, vous voyez. Et c'était une plainte qui, en termes de droit, était parfaitement recevable parce qu'elle venait du ministre de la Justice. Donc, c'était une plainte qui provenait d'une autorité de l'État. Et donc, au sein de l'État, il n'y avait pas consensus, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça a été bloqué. La deuxième plainte, eh bien, elle a été formulée en 2014. Là, j'y ai un petit peu participé parce que pour pouvoir porter plainte à la Cour pénale, eh bien, il faut avoir des plaintes de victimes, il faut avoir un avocat accrédité qui transmet les dossiers dans la forme acceptable par les cours. Et donc, je me suis souvenu pendant les bombardements de 2014, cette fois-ci, que le ministre de la Justice était de Gaza. Donc, c'était un petit peu mon terrain. Et en quelques coups de fil, dans des conditions un peu difficiles, parce que l'électricité était coupée, les ministères étaient bombardés ou évacués, tout le monde se terrait sous les bombes. Et par mes intermédiaires, on a réussi à mettre la main sur le ministre de la Justice et sur le procureur général de Gaza, et on leur a porté un texte d'une quarantaine de pages qu'ils ont signé, qu'ils ont renvoyé. Et le 25 juillet 2014, au milieu de la guerre, une plainte a été déposée à la Cour pénale internationale. C'est comme ça. Et là, moyennant quoi, ça a eu le mérite au moins de créer au sein même de l'autorité palestinienne un débat extrêmement solide entre ceux qui étaient les partisans et ceux qui étaient contre. En gros, l'autorité palestinienne a tergiversé pendant très longtemps, a mis des années finalement à engager les procédures que je décris là-dedans. Et voilà, ils ont pensé sûrement à tort que la menace d'adhésion à la Cour pénale de la part de l'État palestinien, eh ben, c'était un moyen plus fort finalement que l'adhésion elle-même, ce qui était complètement absurde. Et donc ça a retardé en gros de 3 ans et demi le lancement des procédures. Quoi qu'il en soit, il a été capital que l'État palestinien adhère à la Cour pénale internationale. Ça a donné une puissance, une puissance exceptionnelle. Le simple fait d'adhérer a entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire, mais pour ouvrir une enquête réelle, conduisant à des procédures, des inculpations, un procès, des condamnations, encore faut-il porter plainte. Il y a une autre source qui est très intéressante, c'est les Palestine Papers. De la même façon qu'il y a les Panama Papers, il y a eu des fuites sur Wikileaks, et il y a eu des milliers de documents concernant l'autorité palestinienne,
et concernant notamment la cellule de négociation de l'autorité palestinienne avec Israël. Et là, c'est des textes absolument fascinants parce que n'importe qui d'entre vous, vous tapez Al Jazeera, vous voyez, vous allez sans documentation, Palestine Papers. C'est vraiment en 3 clics. Vous comprenez à demi-mot que l'engagement de l'autorité palestinienne n'a pas toujours été complet dans cette affaire. Et à l'époque, on était surtout motivé par l'affaire du Mavi Marmara. Nous étions allés à La Haye, pourquoi ? Parce que le Mavi Marmara, c'était des crimes de guerre, c'était évident. Par 3 fois, la Cour avait demandé à Fatou Bensouda d'ouvrir une enquête et par 3 fois, elle avait refusé. Ça permet d'apprendre, entre parenthèses, que la procureure, qui est la seule à pouvoir décider d'une ouverture d'enquête, elle peut le faire quand un État membre lui demande, elle peut le faire quand le Conseil de sécurité lui demande, elle est pratiquement obligée. C'est ce qu'elle a fait pour l'affaire de la Côte d'Ivoire, avec l'histoire du président Gbagbo. Mais en réalité, Fatou Bensouda a joué de façon très astucieuse, parce que personne à l'époque, et je dis bien personne, et j'en montre plusieurs preuves indiscutables dans ce petit livre, personne ne pensait que 11 jours après l'ultime refus d'ouvrir une enquête sur l'affaire du Mavi Marmara, elle allait annoncer une ouverture d'enquête sur la situation dans l'État de Palestine. C'est le titre de son mémorandum, dans l'État de Palestine. C'est-à-dire qu'elle dit Palestine et elle dit État. Et dans ce pénal international, a un pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire que c'est elle qui vote pour élire les juges, pour élire le procureur. Ce n'est pas du tout comme l'Assemblée générale des Nations unies. Eh bien, si l'on pense à l'histoire de l'Afrique du Sud, qui était un pays d'apartheid, a été exclue des Nations unies. A été exclue. Alors on se demande, mais pourquoi Israël, depuis le temps, qui ne respecte pas les résolutions, n'est pas exclu des Nations unies? Il suffit d'un vote de l'Assemblée générale. Eh bien, le statut de l'ONU, c'est qu'un État peut être exclu des Nations unies par vote de l'Assemblée générale uniquement sur demande du Conseil, sur proposition du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité et le droit de veto tient complètement cette procédure. Et c'est ça qui explique qu'Israël, jusqu'à présent, n'ait jamais eu le moindre problème au niveau des Nations unies. Donc, alors un jour, Kofi Annan a dit aussi la crédibilité de la Cour pénale internationale ne sera pas totale tant que 3 des 5 membres du Conseil de sécurité ne se feront pas partie de la Cour pénale internationale. Effectivement, les 5 membres, il y en a 3. Il y a la Chine, les États-Unis, la Russie, qui ne font pas partie de la Cour pénale internationale. Mais cette réflexion, en fait, elle est totalement inexacte et il faut la retourner complètement. C'est-à-dire que c'est le Conseil de sécurité des Nations unies qui ne tirera vraiment sa légitimité que le jour où les membres permanents seront adhérents de la Cour pénale internationale, parce que c'est la Cour pénale internationale qui dit le droit et qui le dit de façon indiscutable. Ce conflit qu'ont les Américains et la Cour pénale internationale aujourd'hui, eh bien, c'est rien de moins que la question de la réforme de l'ONU qui est en jeu. Et vous vous souvenez que la Société des Nations a sombré, eh bien, parce qu'elle n'a pas su se réformer. Et ce qui va sombrer, ce n'est pas la Cour pénale internationale, qui a 123 pays derrière elle, qui va sombrer. Ça sera plutôt du côté de l'ONU que l'on devrait se tourner pour demander des modifications statutaires. Là, on revient au côté pratique, aux plaintes. De Gaza, aujourd'hui, à la Cour pénale, vous avez 2400 dossiers de plaintes individuelles. 2400 dossiers de plaintes de personnes, de familles de personnes. Donc, ce sont des gens qui ont été blessés ou tués. Et on a les témoignages des témoins, on a les photos, on a les vidéos, on a les identités, les adresses e-mail de tous les témoins qui peuvent être contactés à tout moment. On a les comptes rendus d'autopsie, les comptes rendus opératoires, les pièces qui ont été mises sous scellé, les balles, tout ce que vous voulez. Donc c'est un travail absolument considérable. On ne mesure pas la difficulté de réaliser un travail aussi précis, avec une chaîne de preuves indiscutable, sur un nombre de dossiers aussi important. Et en particulier, ce sont les dossiers des marches du retour que vous connaissez. Et ces dossiers, eh bien, on les doit à tous les Palestiniens qui ont travaillé dessus, mais on les doit surtout
enfin notamment à une personne assez mystérieuse à laquelle j'ai consacré un chapitre dans ce livre et qui a formé les Palestiniens à la technique de relevé de preuves médico-légales. C'est une véritable profession. Moi, vous savez, ça fait des années que je fais l'intermédiaire entre, en gros, ce que m'apprend mon maître Gilles Devers de Lyon et les responsables de Gaza. Et il y a 10 ans, 12 ans, quand j'allais les voir, je leur disais, vous savez, il y a vraiment un truc à faire à la Cour pénale, etc. Et ils me rigolaient pratiquement devant moi en disant, vous savez, c'est une justice qui a été faite après la guerre, la colonisation, le truc, le bidule, nous n'y croyons pas. Donc la première chose, avant de lancer des procédures, il faut que les dirigeants politiques y croient. Et alors, on m'a tout de suite envoyé devant les différents ministres de la Justice, les doyens de la fac de droit, etc. Et là, je suis tombé sur des gens qui n'étaient pas du tout formés, compétents, qui ne connaissaient pas. Le droit, c'est comme la médecine, hein. Il y a des pans entiers qui sont très très différents les uns des autres. Merci. Et donc, j'ai fait, moi, modeste chirurgien, au cours de mes soirées, de la pédagogie pour essayer de convaincre que ça valait la peine. Avec des difficultés supplémentaires, c'est que la plupart des juristes là-bas ne parlent pas anglais. Ce qui est assez curieux, alors que dans les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les infirmières, tout le monde parle anglais. Là, il y avait le problème d'expliquer des choses compliquées à des gens pas convaincus, et en plus dans une langue qui n'est pas la leur, avec un interprète. Je ne sais pas si vous voyez, et ça le soir, après 8 ou 10 heures de bloc. Et en tout cas, j'ai constaté avec le temps qu'un intérêt venait. Fatou Bensouda, dans sa grande sagesse et sa grande astuce, il faut bien le reconnaître, parce qu'elle nous a tous surpris, et pas seulement nous, ici dans cette pièce. Vous verrez qu'il y a des éléments absolument incroyables du côté de l'autorité palestinienne qui montrent qu'ils ne s'attendaient absolument pas à ce que Fatou Bensouda annonce qu'elle allait ouvrir une enquête. Il y avait pourtant des prémices qu'on avait décelées, mais du côté officiel, personne ne s'y attendait. Et Fatou Bensouda, dans sa grande sagesse, a dit « Moi, procureur, je suis la seule à pouvoir ouvrir une enquête, c'est mon droit, je vais le faire, et je vais le faire du temps de mon mandat. » Alors certains...